Les chroniques de Marine. Bonjour à tous les leftards. La semaine dernière, je vous ai parlé des difficultés que rencontrent les enfants issus de l'immigration pour apprendre le français. Des enseignements pas adaptés, des enseignantes pas formées, des notes catastrophiques, et ce, malgré les prédispositions que devraient avoir ces enfants pour l'apprentissage des langues. Alors aujourd'hui, on va parler des solutions. Dans un premier temps, on va parler de ce que l'éducation nationale essaie de mettre en place depuis les années 70. Et dans un second temps, de l'expérimentation que j'ai conduite dans l'école dont on parle et des résultats que j'y ai obtenus. Ce que l'éducation nationale a mis en place pour ces écoles, ce sont les enseignements en langue et culture d'origine, autrement appelés ELCO. Vous en avez probablement entendu parler au moment de l'assassinat de Samuel Paty, puisque pour éviter que les fachos ne gueulent encore, Blanquer a pris les devants en décidant de modifier ce dispositif. Alors, les ELCO, qu'est-ce que Eh bien, il s'agit de cours optionnels, dispensés par des enseignants détachés par d'autres pays, comme la Turquie ou la Tunisie, que les enfants peuvent suivre en dehors des heures de cours classiques pour apprendre leur langue d'origine. Ce qui a donné lieu, comme vous pouvez l'imaginer, à pas mal de fake news de l'extrême droite. Oui, maintenant on apprend l'arabe à l'école, grand remplacement, communautarisme, on n'est plus chez nous, tout ça. Sauf que, comme je le disais, ces cours sont optionnels. Donc il faut déjà que les parents remplissent une demande écrite pour pouvoir y inscrire leurs enfants. Ensuite, les cours ont lieu après la classe. Donc au lieu d'aller à l'étude ou en récré, les enfants qui y sont inscrits se tapent encore une heure de boulot en plus, 2 fois par semaine. Quand ces cours ne sont pas carrément organisés le mercredi matin, quand tous leurs petits camarades sont au centre de loisirs. Enfin, quand la langue d'origine d'un enfant n'est pas enseignée dans son école, il doit prendre le bus ou marcher pour se rendre dans une autre école qui l'enseigne. Donc le prochain qui me dit que les enfants des quartiers sont des feignants, pareil que la semaine dernière, calotte. Et dans la mesure où les enseignants sont détachés par leur pays d'origine, ils ne sont pas intégrés à l'équipe d'enseignement de l'école. Ils ne participent pas aux réunions d'équipe ni aux projets d'école. Là où j'ai travaillé, les enseignantes normales ne connaissaient même pas leur nom, et il n'y avait aucun échange à la machine à café ou en salle des profs, où les enseignants d'ELCO n'étaient quasiment jamais invités. Pourtant, je me dis qu'avoir sous la main une personne qui parle la langue d'origine de mes élèves et qui les a en cours plusieurs heures par semaine, ça pourrait être un moyen intéressant de mieux comprendre ses difficultés scolaires en discutant avec cet enseignant. Enfin, je dis ça, moi, je suis pas prof, j'y connais rien après tout. D'autant qu'en plus de ce côté optionnel, le programme des ELCO est supervisé par l'éducation nationale, mais n'est pas intégré au parcours classique. Donc nous avons un cloisonnement très fort entre l'enseignement du français normal et l'enseignement en langue d'origine. Et ça, les enfants le ressentent très bien. Ils savent que leurs profs d'ELCO ne sont pas considérés comme des profs normaux, ce qui contribue à renforcer soit un rejet de leur langue d'origine, soit un repli identitaire. Donc voilà pour les ELCO, c'est un dispositif qui existe depuis 1978. Passons maintenant aux solutions que ma tutrice et moi avons trouvées et mises en place. Pour bien comprendre, ma tutrice était ce qu'on appelle un maître plus, appartenant au dispositif plus de maîtres que de classes, créé sous le quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire qu'elle dépendait d'un dispositif propre au REP+, qui mettait à disposition des établissements en difficulté un enseignant supplémentaire pour assurer des missions de soutien auprès de petits groupes d'élèves en difficulté. Elle a aussi subi pas mal de pression et d'ostracisation de la part des autres membres de l'équipe, mais bon, passons. Notons également que ce dispositif Maître Plus a été joyeusement démantelé par Blanquer au moment de son arrivée à la tête de l'éducation nationale, au profit de son coup de com', moins d'élèves par classe en CP. Bref, donc, ma tutrice et moi, constatant que l'enseignement classique du français était un échec dans cette école, avons cherché dans la littérature scientifique une autre approche. Et il en existe, notamment celle dont nous allons parler aujourd'hui, la didactique du plurilinguisme. Il s'agit d'une approche qui s'appuie sur la fameuse plasticité cérébrale et l'abandon du faux postulat que l'apprentissage d'une langue en supprime une autre. L'idée, c'est qu'au lieu d'empêcher les enfants de parler leur langue, on s'appuie sur la diversité linguistique de la classe, pour faire des ponts entre les langues et acquérir de nouvelles connaissances. Voici un exemple, issu de mes observations pendant les ateliers que nous avons conduits avec ma tutrice auprès d'enfants de CP. Les enseignantes voulaient que pendant nos interventions, nous fassions apprendre des listes de mots aux élèves en français. Bonjour le truc qui donne envie déjà. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons associé des images à ces mots. Nous les avons imprimés sur des petites feuilles de papier et les avons données aux enfants en leur disant de demander à leurs parents comment se disent ces mots dans leur langue. Les enfants qui d'habitude étaient très dissipés, violents et agressifs entre eux, ont été d'abord interloqués, puis ravis. Ils sont revenus le lendemain hyper joyeux et avec une grande envie de nous partager les échanges qu'ils avaient eus avec leurs parents. Et pendant cette session, nous avons comparé les différentes manières de dire le mot poisson en turc, en kurde, en arménien ou en arabe. Ma tutrice donnait le mot en allemand et moi en breton, ce qui permettait de nous inclure dans le travail et de montrer que nous aussi, nous avions des langues personnelles qui nous rapprochaient d'une autre culture que le français. Ça nous mettait à égalité avec eux.
Et je peux vous garantir que quand vous entendez un petit Turc vous dire que c'est plus facile de prononcer le mot poisson en arménien, bah ça fait quelque chose. Ensuite, on essaye de trouver des similarités. On se rend compte que certains mots se ressemblent, même si ce n'est pas la même langue. On identifie les structures communes et on se focalise sur ce qui rapproche les langues plutôt que ce qui les éloigne. Ce travail est possible aussi en grammaire. Remarquez où les verbes se situent dans une phrase en turc ou en arabe par rapport à une phrase française par exemple. Pour mesurer si notre travail avait des effets positifs ou non, nous avons établi un protocole simple. Au début du trimestre, nous avons pris tous les enfants de l'école, de CP, un par un. Nous leur avons montré les images sans leur donner les mots. La moyenne des connaissances était d'environ de 10 mots sur 30. À la fin du parcours avec nous, tous les élèves qui avaient suivi notre enseignement connaissaient tous les mots et se souvenaient même parfois des mots dans d'autres langues que les leurs. Les élèves qui avaient suivi le parcours classique avaient une moyenne de 16 mots sur 30 uniquement en français. Bien sûr, ce protocole mériterait d'être étendu et je ne prétends pas qu'il soit la solution à tous les problèmes. Mais il me semble qu'il constitue une piste suffisamment intéressante. D'autant que les bénéfices ne se mesuraient pas qu'en matière d'apprentissage du vocabulaire. Les enfants que nous avions étaient aussi majoritairement plus investis, plus calmes et moins agressifs les uns envers les autres. À noter également que les parents nous ont fait des retours très positifs, puisque ceux qui ne maîtrisaient pas bien le français ont pu engager un dialogue avec leurs enfants et se sont sentis intégrés, et eux-mêmes ont pu améliorer leurs connaissances en français. Mais bon, cette expérimentation n'a duré qu'1 an. Ma tutrice a préféré demander sa mutation parce que l'ambiance de travail avec les autres enseignantes était trop difficile à supporter. Moi, j'ai dû répondre aux demandes du capitalisme et aller travailler dans une école d'ingénieurs. Au moment où je vous parle, les enfants que j'ai rencontrés cette année-là sont au collège. Je me demande si notre rencontre les aura aidés, un peu, dans leur scolarité. Entre-temps, il y a eu le Bataclan, Samuel Paty. Blanquer a supprimé les postes de maître plus au profit de son faux dédoublement des classes de CP, et les fachos et autres réactionnaires de tous bords continuent de gueuler à tout va qu'on n'est plus chez nous en France. Alors je pose une question con. Si au lieu de considérer que ces enfants ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer, on commençait à faire vraiment des efforts pour qu'ils se sentent déjà un minimum chez eux, en CP. Mais bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinale et je vous dis à vendredi pour la chronique culture où nous parlerons d'un autre sujet d'actualité, la censure des dessins de presse. Retrouvez les chroniques de Marine sur l'éducation et la culture le mardi et vendredi à 10h.